Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, Goma encerclé. La ministre congolaise des Affaires étrangères accuse le Rwanda d'avoir fait passer ses troupes à l'est de la RDC et estime qu'il s'agit d'une déclaration de guerre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle les forces rwandaises à cesser leur soutien au M23 et à quitter la RDC. Le point à Kinshasa et nous irons ici à Washington pour comprendre la position internationale et nous entendrons la porte-parole de la MONUSCO en première ligne dans la zone. Le retour du général Al-Bourhan à Khartoum pour la première fois depuis son abandon en août 2023. Il a annoncé que ses forces armées soudanaises ont pu regagner du terrain aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Depuis près de 2 ans, la guerre fait rage, causant la mort d'une dizaine de milliers de personnes et plus de 12 millions de déplacés. Nous irons à Dakar où nombreux sont ceux qui alertent contre la destruction de bâtiments historiques, dont 2 architectes sénégalais qui publient un livre où ils documentent l'histoire de la capitale depuis le peuplement précolonial jusqu'à aujourd'hui. Reportage à suivre. On ouvre ce journal par la situation dramatique dans l'est de la RDC. La ville de Goma est encerclée par les rebelles du M23, soutenus par les forces rwandaises. Entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais auraient renforcé les forces rebelles. La ministre congolaise des Affaires étrangères parle d'une déclaration de guerre et Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, appelle les forces rwandaises à cesser leur soutien au M23 et à quitter la RDC. Le point depuis Kinshasa de notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula. A pénétré sur notre territoire en plein jour. C'est ce qu'a déclaré la ministre congolaise des Affaires étrangères devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a ajouté que c'est tout comme une déclaration de guerre du Rwanda. Alors les forces rwandaises et le M23 ont pénétré selon la MONUSCO aux abords de Goma. Toute la journée, des tirs d'armes légères et lourdes ont été entendus jusqu'au centre-ville de la capitale du Nord Kivu. Alors dans la ville, l'eau et l'électricité sont toujours coupées. Les lignes haute tension ayant été touchées dans les combats. La plupart des commerces sont restés fermés et des habitants que nous avons contactés nous ont dit rester enfermés chez eux par sécurité mais aussi dans la peur. Alors dans la journée, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Romi Ekuka, a appelé à une large mobilisation des forces armées du pays pour la défense de la ville. Sur le plan humanitaire, la situation s'est détériorée. Les autorités congolaises affirment qu'une bombe larguée par un drone rwandais a touché un site de déplacés, tuant de nombreux civils. Beaucoup de déplacés proches des lignes de front ont d'ailleurs fui pour se protéger. Une fuite sur des motos et pour beaucoup à pied dans la précipitation. Plusieurs sites abritant plus de 300 000 déplacés ont été complètement vidés en l'espace de quelques heures selon les Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU a d'ores et déjà appelé le M23 à se retirer des zones occupées. Antonio Guterres a aussi exhorté les forces rwandaises de défense à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la RDC. On va à Washington retrouver notre correspondante Sonia Dridi qui a suivi pour nous le Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Sonia, que pouvez-vous nous dire de cette réunion très attendue sur la situation dans l'est de la RDC et des combats qui font rage autour de Goma ? Alors déjà, cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation à l'est de la RDC a eu lieu ce dimanche alors qu'elle devait avoir lieu demain lundi. Donc elle a été avancée. Lors de cette réunion, le secrétaire général de l'organisation a appelé les forces rwandaises à se retirer du territoire de la RDC et à cesser leur soutien au M23. Dans un communiqué, Antonio Guterres a notamment dit qu'il était profondément préoccupé par l'escalade de la violence et c'est sa condamnation la plus claire à ce jour sur les actions du pouvoir rwandais. Alors lors de la réunion, les autorités congolaises ont dénoncé la déclaration de guerre, je cite, du Rwanda. La ministre des Affaires étrangères de la RDC a notamment déclaré « Alors que je me tiens devant vous, une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde » et Kinshasa a appelé à des sanctions contre le Rwanda. Merci Sonia pour ce décryptage de cette réunion.
Au-delà de la question diplomatique, les combats impactent la vie des civils. Le conflit a entraîné le déplacement de plus de 400 000 personnes depuis janvier 2025. Justement, on fait le point sur la situation humanitaire avec Nina Masson. C'est l'une des nombreuses routes de l'exil dans la province du Nord Kivu. À Munigi, près de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, ils sont des milliers à fuir les combats. Certains ne savent même plus où aller. Regardez autour de vous, c'est la débandade. On souffre beaucoup. Les gens fuient de partout. D'ailleurs, nous autres, on ne sait plus où aller, car on fuit depuis tellement longtemps. J'ai fui depuis plusieurs localités, depuis Kiwanja, Rutshuru, Kibumba. Je n'ai jamais arrêté de fuir. Et encore aujourd'hui, la guerre nous rattrape. Maintenant, on n'a nulle part où aller. Ces dernières semaines, les combats se sont accélérés dans l'est de la RDC, riche en ressources naturelles. Ils opposent l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23, appuyés par les troupes militaires rwandaises. Face à l'escalade du conflit, Washington, Londres et Paris ont exhorté leurs ressortissants à se rendre dans des endroits plus sûrs. L'ONU a, elle, convoqué d'urgence le Conseil de sécurité. Sa mission en RDC, qui compte quelques 15 000 soldats, a commencé à évacuer son personnel non essentiel. Il y a une volonté, monsieur le ministre, d'essaimer la panique, la terreur, les terrorismes. C'est bien la méthode qu'utilise l'armée rwandaise pour les populations du Nord Kivu. Je rappelle que c'est des populations qui ont déjà fait face à ce type de situation, qui sont très résilientes. Et d'ailleurs, nous leur transmettons toute la solidarité de la nation. Le conflit qui dure depuis plus de 3 ans aggrave encore plus une crise humanitaire chronique dans la région. Selon l'ONU, 400 000 personnes ont été déplacées par les combats depuis début janvier. Le général Al-Bourhan a pu fouler le sol du quartier général à Khartoum pour la première fois depuis son abandon en août 2023. Il a annoncé que ses forces armées soudanaises ont pu regagner du terrain aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Depuis avril 2023, la guerre fait rage entre les deux parties, causant des dizaines de milliers de morts et forçant le déplacement de plus de 12 millions de personnes. Clémence Valère. À peine de retour dans son quartier général à Khartoum, le général Abdel Fattah al-Burhan s'adresse à ses hommes pour discuter tactique. En août 2023, le chef militaire soudanais avait été contraint d'abandonner son chef-lieu aux forces de soutien rapide qui avaient assiégé la capitale. La reconquête de vendredi du Signal-Corps, une base clé de l'armée, signe leur plus grande victoire militaire depuis la reprise d'Omdurman, ville jumelle de Khartoum sur la rive ouest du Nil, il y a près d'1 an. Cette bataille touche à sa fin et ces rebelles cesseront d'exister. Nous promettons au peuple soudanais que nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que nous parvenions. Ce n'est pas la seule avancée annoncée par l'armée soudanaise. La veille, le général a rendu visite à ses troupes dans la ville d'Al-Jili, dans la région de Bahri au nord de Khartoum, affirmant que ses hommes avaient repris le contrôle de la principale raffinerie de pétrole du Soudan après des combats avec des membres des FSR. Ce retour intervient 2 jours après une attaque de drone contre le principal hôpital d'El Fasher, la capitale du Darfour Nord dans l'ouest, qui a fait 70 morts. Les forces armées sont prêtes à aller jusqu'au bout, jusqu'aux frontières du Soudan. Nous sommes prêts à donner une leçon à tout mercenaire, à tout traître et à tout agent venu de l'étranger. Des annonces contestées par le groupe paramilitaire. En presque 2 ans, la guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts, provoqué le déplacement de plus de 12 millions de personnes et a créé la plus grande crise humanitaire jamais enregistrée, selon les ONG internationales. On passe au Gabon où la présidentielle du 12 avril ouvre le débat sur la sincérité des élections. Le gouvernement se défend d'organiser un scrutin transparent et inclusif. Des assurances, bien loin de convaincre une partie de la classe politique, elle redoute notamment une menace contre l'équilibre institutionnel avec des magistrats et des militaires désormais autorisés à se présenter aux élections. Une des nouvelles dispositions justement du code électoral au cœur d'une vive polémique à Libreville. Les explications de notre correspondant Ismaël Obiangze.
L'adoption de ce code électoral est le fruit d'un travail minutieux, d'une réflexion approfondie et d'un débat soutenu d'abord au sein de la Commission nationale de rédaction, puis au sein des deux chambres du Parlement, a précisé le ministre de l'Intérieur. Devant la presse, Herman Imongo lève les zones d'ombre sur l'organisation du scrutin présidentiel. Selon lui, convoquer le collège électoral le 12 avril plutôt qu'en août, comme initialement prévu par l'agenda de la transition, répond à l'urgence d'un retour à l'ordre constitutionnel, doublé d'une ambition des autorités de relancer l'économie du pays. Et au sujet du droit désormais reconnu aux magistrats et aux militaires de briguer des mandats politiques, le membre du gouvernement s'appuie sur la nouvelle loi électorale. Le code électoral considère que ces personnes sont d'abord des Gabonais. C'est des Gabonais qui jouissent de tous les droits. C'est des Gabonais qui, à un moment donné de l'histoire de la corporation, ont d'abord joui de ces droits et puis après s'en sont trouvés privés. Malgré tout, l'opposition est vent debout contre l'entrée officielle des militaires en politique et particulièrement une éventuelle candidature du général Brice Clotaire Oligui-Nguema à la magistrature suprême. C'est un code qui ne correspond pas, d'une part, à la volonté des populations gabonaises, d'autre part, à la réalité de sa propre charte de la transition. Les membres des institutions de la transition ne peuvent pas être candidats. Il a été ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur pendant 3 mois. Alors que le débat sur les critères d'éligibilité à la présidence de la République gabonaise s'intensifie, les candidatures se font toujours attendre dans les registres du ministère de l'Intérieur en charge du processus électoral. Combien de bâtiments classés au patrimoine national ont été détruits ces dernières années dans la capitale sénégalaise ? On ignore le nombre exact de ces maisons et édifices historiques tombés sous l'appétit des promoteurs immobiliers, mais il est assez important pour alarmer les amoureux de Dakar. Xavier Ricou et Carole Diop, 2 architectes sénégalais, ont consacré un ouvrage à leur ville, Dakar, métamorphose d'une capitale, qui documente son histoire depuis le peuplement précolonial jusqu'à aujourd'hui. Sarah Sako, Aminatou Diallo et Simon Martin. Place de l'Indépendance, au cœur du plateau, le centre historique de la capitale. De ce côté, on a la préfecture, qui était à l'origine l'école des garçons. Depuis 6 ans, Carole Diop organise ses balades architecturales. 15 bâtiments sont au menu de cette visite de 3 heures. On est parti ? Néoclassique, art déco, brutalisme, ces édifices au style varié, construits entre la fin du 19e siècle et les années 80, sont la mémoire de Dakar. Ses participants sont conquis. Il nous a montré beaucoup de coins là où je ne connaissais même pas. Ces balades, elles sont importantes parce qu'elles permettent aux gens de prendre conscience du patrimoine qu'il y a, du fait qu'il est un petit peu en danger, un petit peu en déperdition. Depuis les années 2000, sous la pression foncière, des dizaines d'édifices historiques ont disparu. À l'image de cette villa des années 20, signée d'un architecte réputé qui appartenait à un particulier. Carole Diop indexe un dispositif de protection trop fragile et peu appliqué. Beaucoup de bâtiments emblématiques de la ville et qui faisaient partie du patrimoine classé ont été déclassés et démolis. Construire un immeuble leur apportera beaucoup plus que l'amende qu'ils doivent payer en fait. Des édifices emblématiques tels que le marché Sandaga, datant des années 30, ont aussi été sacrifiés par l'État pour des projets plus modernes. Un choix qui désole cette enseignante. L'État est responsable, il est totalement responsable de la démolition de certains bâtiments. Il a sa responsabilité. Et encore une fois, moi je dis que se rend-il compte qu'il est en train de démolir son propre patrimoine? Je doute. Les bâtiments anciens sont-ils voués à disparaître? Un espoir peut-être? À Saint-Louis, à 270 km au nord de Dakar, une vingtaine d'édifices sont en cours de rénovation. L'île, patrimoine mondial de l'UNESCO, bénéficie d'un programme de développement touristique de l'État, épaulé par les bailleurs de fonds. C'est un premier programme qui va servir de test. À travers ce programme, c'est sûr qu'on ne peut pas régler tout le problème. Mais aussi, on a ciblé vraiment les unités architecturales les plus représentatives. Une bien maigre consolation pour les amoureux du patrimoine, alors que des centaines de bâtiments historiques sont en sursis à travers le pays. C'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ce soir de Goma à Kinshasa en passant par New York. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.